Quelle semaine chargée, c'était le Summit AWS de Paris cette semaine. AWS a annoncé la disponibilité de Bedrock sur la région et du modèle Mistral large. J'y reviens en fin de cet épisode. Je parlerai aussi de CloudFormation qui est 40% plus rapide pour déployer vos infrastructures. Je vous explique comment. Et puis il y aura de l'info aussi sur AWS Batch, de CodeBuild et de InfluxDB. C'est le podcast AWS en français. Merci d'être là. C'est parti, c'est maintenant. Bonjour, bienvenue, je le disais dans l'intro, c'était le Summit AWS Paris cette semaine, le premier Summit de la saison puisque c'est un programme qui se déroule mondialement, qui se terminera en Q3, Q4 dans d'autres régions du monde. Premier Summit de l'année, plus de 9000 clients et partenaires qui se sont croisés pendant toute une journée sur les 3 étages du Palais des Congrès à la Porte Maillot à Paris avec plus de 170 breakout sessions en tout genre, techniques et non techniques. J'ai parlé à des dizaines, des centaines de personnes. Si vous m'avez vu et qu'on s'est parlé, bonjour, merci de m'avoir dit des tas de choses gentilles au sujet de ce podcast. Si vous n'étiez pas là, il y a beaucoup de sessions qui vont être publiées dans les semaines qui viennent sur YouTube. Je vous ferai un petit coucou, un petit clin d'œil dans le podcast quand ces sessions seront disponibles et publiées. Mais l'actualité AWS ne s'arrête pas. Il y a eu des annonces au Summit AWS à Paris, c'est pas courant, donc ça vaut la peine d'y revenir. On parlera évidemment d'IA générative, ça sera en fin d'épisode. La première news qui a attiré mon attention cette semaine, c'était il y a quelques semaines déjà, mais j'ai pas encore eu l'occasion d'en parler avec vous dans le podcast, c'est AWS CloudFormation qui est jusqu'à 40% plus rapide et ça vous impacte dès que vous déployez des ressources avec CloudFormation, même si vous n'utilisez pas directement CloudFormation, si vous utilisez Amplify pour déployer vos ressources, si vous utilisez le CDK par exemple, si vous utilisez SAM, vous avez peut-être remarqué que la création de vos stacks est beaucoup plus rapide depuis quelques semaines. Eh bien c'est pas un hasard, c'est pas qu'une impression, c'est la réalité, jusqu'à 40% plus rapide grâce à des changements qui ont été faits dans CloudFormation. Alors pour vous expliquer comment on a fait ça, il faut que je vous donne un tout petit peu de contexte sur comment CloudFormation fonctionne. Vous savez que CloudFormation détecte tout seul les dépendances entre les ressources. Il les détecte de façon implicite. Par exemple, il sait que si une base de données a besoin d'un mot de passe qui est dans Secrets Manager, eh bien il faut d'abord créer le Secrets avant de créer la base de données. Il y a aussi des dépendances explicites où vous-même dans le template vous pouvez dire je dois attendre que telle ressource soit terminée avant de créer celle-ci. Pour ces dépendances, CloudFormation attend 2 choses. D'abord, il crée la ressource et puis il attend que la ressource se stabilise. Par exemple, vous créez une base de données et puis on va attendre que la base de données soit effectivement utilisable avant de passer à l'étape suivante. Même chose avec des instances EC2, on crée l'instance, donc très vite l'instance est démarrée, mais vous savez, il y a un peu de temps avant que les health checks passent et que l'instance soit déclarée comme utilisable. Et il y a plein de ressources comme ça qui ont d'abord cette phase de création qui va très vite et puis cette phase de stabilisation où il faut attendre que la ressource soit utilisable. Et jusqu'à présent, CloudFormation attendait que la ressource soit complètement créée, soit stabilisée, c'est-à-dire soit utilisable pour que les dépendances downstream puissent utiliser cette ressource. Et bien, c'est ce qu'on a changé dans le moteur de CloudFormation. Maintenant, dès que la ressource est créée, donc dès que c'est marqué created dans les statuts de création de ressources, CloudFormation commence déjà à essayer de créer les dépendances de cette ressource ou les autres ressources qui doivent être créées après, pendant que la stabilisation de la première ressource est en train de se faire, donc pendant qu'on termine d'initialiser votre instance EC2, votre base de données, votre cluster ECS ou EKS. Ça fait gagner 40% du temps d'exécution de CloudFormation parce qu'il peut créer plus de ressources en parallèle et il ne doit pas attendre la stabilisation de ces ressources. Mais vous allez me dire, il y a un mais. Si jamais ma ressource dépendante n'arrive pas à utiliser la ressource créée avant parce qu'elle n'est pas stabilisée, que se passe-t-il ? Eh bien, rien pour vous en tout cas. CloudFormation va remarquer qu'il n'arrive pas à accéder à la base de données, au cluster ou enfin la ressource qui n'est pas encore dispo. Et il va réessayer, simplement, il va réessayer de créer les dépendances jusqu'à ce que ça marche ou jusqu'à ce qu'il y ait le timeout habituel. Donc c'est une stratégie de concurrence optimiste. On espère que ça va bien. Si ça va pas bien, on réessaye. Mais ça fait gagner du temps à tout le monde. Et j'espère que si vous avez utilisé CloudFormation ces 2 dernières semaines, vous l'avez remarqué.
Si vous êtes dans le monde des time series, vous connaissez certainement Amazon Time Stream, ce service entièrement managé qui permet de faire tourner un engin de base de données de time series et d'ingérer des gigabits par minute de données et de faire des queries SQL sur des pétabytes de données. Eh bien, depuis quelques jours, depuis 2 semaines, vous avez le choix maintenant entre plusieurs engins de base de données derrière Time Stream. Il y a celui d'Amazon, évidemment, qui existait déjà depuis le début de Time Stream. Mais maintenant, il y a Time Stream pour InfluxDB. InfluxDB, c'est cet engin de base de données Time Series open source, extrêmement populaire dans vos applications. Donc maintenant, quand vous créez un Time Stream, vous avez le choix entre l'engin original ou celui d'InfluxDB. On travaille en collaboration, évidemment, avec InfluxDB pour faire ça. Et InfluxDB a également posté un blog post et son fondateur, Paul Dix, est extrêmement content de voir InfluxDB débarquer sur Time Stream. C'est mon collègue Denis Prakoso d'Indonésie qui a écrit le blog post qui vous montre comment ça marche. Il essaye d'expliquer aussi quand est-ce qu'il vaut mieux utiliser InfluxDB ou quand est-ce qu'il vaut mieux utiliser l'engin de base de données traditionnel d'Amazon. Je vous laisse lire ça. Le lien est évidemment dans les notes du podcast. CodeBuild, AWS CodeBuild, c'est un service que j'aime beaucoup, c'est celui qui vous permet d'écouter le podcast tous les vendredis matins, d'ailleurs à 7h. Mon pipeline de déploiement du podcast est construit entièrement sur CodeBuild, donc c'est un service managé qui vous permet de faire des builds, des chaînes de déploiement continu et d'intégration continue. Au sein de votre projet, vous indiquez un fichier YAML, un fichier build spec YAML qui donne les différentes étapes du build et CodeBuild va démarrer des containers, les installer, les configurer comme vous voulez, tourner vos builds et déposer vos artefacts de build quelque part. CodeBuild se déclenche quand il y a un changement de code source. Alors depuis très longtemps, on supporte Amazon S3, Code Commit, Bitbucket, GitHub, GitHub Enterprise. Et la nouvelle de la semaine, c'est que enfin, CodeBuild supporte également les déclenchements par changement de code source sur GitLab et GitLab Self-Managed. Donc l'instance GitLab que vous pouvez faire tourner on-prem ou sur votre compte AWS. Si vous utilisez GitLab et que vous n'utilisez pas encore CodeBuild, jetez-y un coup d'œil. C'est un environnement extrêmement peu coûteux, souple, flexible, scalable pour tourner vos builds vos pipelines d'intégration continue et de déploiement continu. Amazon GuardDuty EC2 Runtime Monitoring est maintenant disponible. J'avais écrit le blog post autour de Reinvent pour vous annoncer la preview. Et bien voilà, ce service est maintenant disponible. Donc GuardDuty, c'est un service de sécurité qui fait du check au runtime. Donc c'est un agent qui s'installe dans vos instances EC2, un sidecar dans vos containers sur ECS, EKS et qui va monitorer certaines activités à l'exécution, essayer de détecter des crypto-miners, des connexions réseau suspectes et ainsi lever des alertes qui sont captées par détective évidemment, et donc on agrège ces alertes, y compris avec des autres alertes qui peuvent venir d'autres systèmes de CloudTrail, de VPC, des logs DNS, etc. pour ensemble analyser ces alertes et vous les présenter dans des dashboards qu'on appelle des findings, les différentes alertes de sécurité avec une sévérité chaque fois, bas, moyen ou haut, et puis des recommandations d'actions à prendre également pour mitiger ou supprimer ces alertes. Ce n'est pas un service gratuit, évidemment, il y a un coût par vCPU couvert, monitoré, donc c'est quelques dollars, $1,50 je crois, par 500 vCPU, et le prix change un peu suivant que ça soit ECS, EKS ou EC2. Il y a 30 jours gratuits également, et dans la console de GuardDuty, vous voyez votre usage du free tier, donc vous voyez exactement combien il vous reste de monitoring disponible dans le free tier. Donc vous pouvez l'activer, l'essayer gratuitement pendant 30 jours et puis décider si effectivement c'est un service que vous souhaitez continuer à utiliser ou non. GuardDuty EC2 Runtime Monitoring est généralement disponible. AWS
AWS Batch. AWS Batch c'était un service que j'avais pas beaucoup regardé parce que pour moi c'était pour des batchs, donc c'était pour du processing de données, de gros fichiers de données en fin de journée par exemple. J'ai une vision batch peut-être un peu influencée par mon passé chez IBM, mais non, ça peut faire beaucoup d'autres choses et c'est Danilo Possia qui a écrit un article sur cette nouvelle capacité d'AWS Batch d'orchestrer des jobs multi-containers, ce qui offre tout un range de possibles avec Batch, notamment faire de la simulation à large échelle, des fabricants automobiles, des fabricants de robots, des personnes qui veulent entraîner des algorithmes d'apprentissage machine, l'industrie financière par exemple, s'il veut gérer des risques ou détecter des fraudes sur des transactions, doit faire beaucoup de simulations et certaines de simulations peuvent être assez complexes et nécessiter différents environnements, différents containers, certains qui génèrent de la donnée, certains qui la traitent, et une coordination de ces containers, ce qui n'était pas possible de faire avec AWS Batch jusqu'à présent. Et bien voilà, depuis le 25 mars, il est possible de faire tourner des jobs multi-containers coordonnés sur AWS Batch, ce qui ouvre la porte à toute cette série de cas d'utilisation, de simulation et de simulation à large échelle. Si vous êtes dans ce domaine-là, allez lire l'article de Danilo, il est dans les notes du podcast. Et puis on ne peut plus faire un AWS What's New, quoi de neuf sur AWS sans parler d'IA générative et de Large Language Model. Les nouveautés des dernières semaines, c'est Claude 3 qui est disponible sur Bedrock et notamment le petit frère dans la famille Claude 3. Vous savez, Claude 3 c'est une famille de modèles de la société Anthropic dans laquelle Amazon a investi 4 milliards de dollars en 2 temps. Une première partie Reinvent, une seconde partie qui a été annoncée cette semaine. Donc c'est notre partenaire et il nous donne accès à leurs modèles sur Bedrock dès que les modèles sont disponibles et ils utilisent l'infrastructure AWS eux-mêmes pour construire ces modèles et notamment les chipsets Inferentia et Trainium qui permettent d'entraîner des modèles. Alors Claude 3 est un modèle extrêmement performant, bien évalué sur tous les benchmarks de modèles. Moi je l'aime beaucoup, je travaille beaucoup avec depuis qu'il est sorti et c'est une famille de modèles. C'est Sonnet, le premier qui était disponible, qui est le modèle normal, celui du milieu de gamme dans Claude 3, puis un grand modèle encore plus performant, plus entraîné sur plus de données qui va arriver bientôt, qui s'appelle Opus, et puis il y a le petit frère qui s'appelle Haiku, et Haiku fonctionne très bien parce qu'il consomme peu de ressources, il va extrêmement rapidement, donc si vous devez construire des applications à très faible latence, Haiku vous donne des réponses extrêmement rapides, il est intelligent, il est rapide, il est moins cher également que ses grands frères, et les use cases, c'est typiquement l'interaction avec des clients, des chats, comme il est rapide, on a la réponse rapidement, de la modération de contenu ou des tâches pour optimiser de la logistique, de l'inventory management, extraire de la connaissance de données non structurées. Ça, c'est les tâches auxquelles il excelle. C'est mon collègue Shani qui écrit le blog post. Il donne des tas d'exemples, y compris des exemples de prompts que vous pouvez utiliser sur Haiku. Et puis dans la même catégorie de nouvelles, au Summit AWS Paris au Palais des Congrès cette semaine, je l'ai dit en introduction, AWS a annoncé la disponibilité de Bedrock sur la région de Paris, EU Ouest 3. Tous les modèles n'y sont pas encore déployés, ça va venir. Pour le moment, vous avez les modèles de Titan et vous avez les modèles de Mistral AI, vous savez, cette start-up française qui fait des large language models qui eux aussi sont extrêmement bien cotés, notamment les Mistral. Alors les deux précédents, le 7B et le Mixtral, étaient déjà disponibles sur Bedrock depuis quelques semaines déjà, voire un mois ou deux, mais c'est le grand frère maintenant, Mistral Large, qui vient d'arriver. C'est un modèle qui est intéressant à plus d'un titre. Il est intéressant parce qu'il est capable de faire des raisonnements relativement complexes et d'expliquer des choses, expliquer pourquoi. Ma collègue Vélichois a écrit le blog post, elle donne un exemple, qu'est-ce qui est plus lourd, le kilo de plomb ou le kilo de plume, et il donne un raisonnement extrêmement structuré et intéressant comme réponse. Il est capable de faire de l'analyse, par exemple si on lui donne un fichier JSON avec toute une série de valeurs et qu'on lui demande de calculer la différence entre le minimum et maximum, etc. Il est capable de faire ça aussi. Et puis c'est un modèle qui a été entraîné sur des jeux de données internationaux, multilangues. Il supporte l'allemand, l'italien
et le français. Alors là où Claude d'Anthropic se débrouillait déjà pas mal en français, Mistral a été spécifiquement entraîné sur le français. Donc triple nouvelle pour Claude, il est disponible sur Bedrock, c'est une nouvelle. Deuxième nouvelle, c'est un modèle qui supporte les cas d'utilisation francophones. Et troisième nouvelle, il est disponible sur la région AWS Paris. Voilà, c'est la fin de cet épisode du Quoi de neuf sur AWS que je n'avais plus fait depuis un mois puisqu'on a inauguré aussi les podcasts Women in Tech qui viendront une fois par mois, le dernier mercredi de chaque mois, compléter la série de podcasts techniques que vous avez l'habitude d'écouter depuis 5 ans. Merci encore à vous qui êtes venus me voir pendant le Summit AWS à Paris pour me donner vos feedbacks sur ces épisodes du podcast et me donner plein d'idées pour des épisodes à venir. Si vous n'avez pas pu venir au Summit à Paris, vous êtes en Belgique par exemple, sachez qu'il y a le Summit Benelux qui se tient à Amsterdam la semaine prochaine et j'y serai également ravi de pouvoir vous parler et vous rencontrer. La semaine prochaine, un nouvel épisode du podcast AWS en français. En principe, on parlera de FinOps. Je dis en principe parce qu'il y a encore quelques petits détails à régler. Mais je vous donnerai l'exemple d'une grande entreprise française qui a drastiquement réduit ses coûts et puis mis en place des processus pour contrôler les coûts dans le cloud. On parlera de FinOps. Ça sera vendredi prochain dans toutes vos bonnes applications de podcast. Mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.